Bien, chers amis, bonsoir. Nous reprenons nos réflexions avec Jean-Robert Raviot, que nous avions invité il y a 2 ans, je crois, pour nous parler plutôt de questions de politique internationale. Et à partir de cet excellent numéro de la revue Hérodote, dont nous avons parlé dans Royaliste, et dans lequel il a fait un article sur le prétorianisme russe, j'ai demandé à Jean-Robert de nous parler de la question du pouvoir en Russie, qui est, contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse en général, qui est une question complexe et très intéressante. Jean-Robert, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez la parole. Merci Bertrand, et tout d'abord merci pour votre invitation. J'étais venu effectivement, pas tout à fait 2 ans, il y a quelque chose comme 1 an et demi, et j'avais essentiellement parlé de ce qu'on appelle aujourd'hui entre guillemets la nouvelle guerre froide, c'est-à-dire les rapports de conflictualité entre la Russie et l'Occident, en exposant le point de vue de la Russie sur cette conflictualité. J'avais beaucoup apprécié le débat, j'avais beaucoup apprécié l'accueil, donc je vous remercie, vous, mais aussi tous, de pouvoir de vous intéresser à des questions aussi complexes que la question du pouvoir en Russie, effectivement. Question complexe que il y a 2 écueils quand on fait un petit exposé sur le pouvoir en Russie. C'est l'écueil des noms, tout d'abord. Donc j'ai essayé de préparer quelque chose où il n'y ait pas trop de noms, de noms de famille. Parce qu'on s'y perd très vite, c'est un peu comme dans je sais pas, Guerre et Poète de Tolstoï par exemple, au bout de la page 35, on est déjà un peu perdu, mais en essayant de coller tout de même à des profils, donc je vais quand même être obligé de dire un certain nombre de mots russes un peu compliqués, mais je vais essayer de m'en tenir aux mots les plus courants dans le vocabulaire de la presse française. C'est vous dire si ça va être assez limité. Et deuxième écueil, c'est celui des dates et des repères chronologiques. Donc j'essaierai de reprendre un peu le fil des choses et donner quelques points. Et donc comme il y a beaucoup d'écueils dans mon exposé, vous êtes tout à fait libre de m'interrompre à tout moment, ça ne me dérange pas du tout, pour préciser, pour poser une question ou pour éclaircir un point que vous n'auriez pas compris. Alors, vous m'avez demandé, Bertrand, de parler de la sociologie du pouvoir en Russie. Je vous avais proposé comme titre Poutine 4. Poutine 4, c'est donc un 4e Poutine, étant donné que le premier Poutine est né aux alentours des 99-2000, qu'il a d'abord été donc nommé Premier ministre par Boris Yeltsin, puis président par intérim, puis président élu en mars 2000. Ça, c'était Poutine 1, on va en parler un peu. Et je vais revenir tout d'abord sur la genèse du poutinisme, parce que ça me semble assez important de comprendre et de revenir sur cette genèse, même brièvement, parce qu'elle est toujours et encore maltraitée dans les lieux communs, et en particulier dans la presse que j'appellerais, avec un affreux anglicisme, mainstream, faute de mieux, ou la presse, disons, dominante. Cette question de la genèse du poutinisme est importante parce qu'elle est vraiment le point de départ d'une incompréhension des choses. Ensuite, on entre dans une deuxième phase à partir de 2003-2004. C'est, on va dire, je l'appellerais Poutine 2. Poutine 2, c'est Poutine triomphant, réélu triomphalement en 2004 à la présidence, dans un contexte économique extrêmement favorable, avec un baril de pétrole à 140-150 $ en moyenne, un taux de croissance à 7-8%, et un véritable sentiment général en Russie, dans l'esprit public en Russie, dans l'opinion publique, que les choses vont nettement mieux. Poutine 3, je dirais qu'il commence aux alentours de 2008, pour s'achever ou pour arriver à sa fin vers 2012. Donc en fait, ça correspond grosso modo en fait au calendrier politique, et une élection présidentielle tous les 4 ans jusqu'en 2012, et puis tous les 6 ans à partir de 2012. Poutine 3, c'est un Poutine qui n'est plus président, qui devient Premier ministre du président Medvedev, et on entre dans cette époque qui s'appelle la temps-démocratie en russe, temps-démocratia, où cette époque où le pouvoir, effectivement, en tout cas le pouvoir suprême, est beaucoup moins clairement identifié dans la personne de Poutine, puisque le président Medvedev, conformément à la Constitution, est le chef de l'État et détient un certain nombre de pouvoirs régaliens, même assez étendus.
Et puis, Poutine 3 va durer, je dirais, jusque vers 2012-2013. Il faut intégrer son retour donc à la présidence en 2012, dans un contexte d'affaiblissement politique et de critique interne, avec des manifestations assez importantes dans la rue, enfin je dis assez importantes, et j'insiste beaucoup sur le assez, c'est-à-dire relativement importantes, mais extrêmement amplifiées dans les médias occidentaux, ce qui en donne une... Je dirais, il ne faut pas suramplifier ou surestimer ces manifestations, mais néanmoins, elles ont conduit à certaines réformes internes politiques importantes, notamment le fait de décider de procéder à des élections au suffrage universel dans les régions, ce qui n'était pas vu pendant la période 2004-2012. Et puis c'est aussi la période où on entre durablement dans une crise sociale qui dure jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'avant 2012 il n'y avait pas de crise sociale, mais elle s'amplifie. Il y a évidemment d'abord les résultats, enfin les conséquences de la crise générale du système capitaliste, si on peut dire, en 2008, et puis des particularités russes qui font que les inégalités se creusent et que les inégalités sociales et territoriales sont un des problèmes, je dirais même le problème numéro 1 en Russie, et il est perçu comme tel en Russie. Et donc Poutine 3 va je dirais, entrer dans... va durer jusque vers 2012, entre 2012 et 2016, on va dire, c'est Poutine 3, c'est pas très bien. Et Poutine 4 commence véritablement vers 2016-2017, et puis se matérialise en quelque sorte par cette réélection pour 6 ans, qui est sans doute la dernière, puisque conformément à la Constitution, il ne peut pas être élu, le président ne peut pas être élu pour 2 mandats consécutifs, et donc Poutine aura été élu 2 fois entre 2000 et 2004, puis ensuite 2 autres fois, 2012-2018. En 2024, il aura 72 ans, il peut redevenir Premier ministre et puis ensuite redevenir président, mais je pense que le cycle devrait s'arrêter. Qu'est-ce qui différencie Poutine 4 ? Eh bien, je vais essayer de l'expliquer. C'est une période pendant laquelle, qui s'ouvre, je dirais, un tout petit peu avant l'élection, qui s'ouvre vers 2016, où Poutine et son entourage, et ce qu'on peut appeler l'élite du pouvoir en Russie, commencent à envisager et à construire les bases de ce qu'on pourrait appeler le poutinisme sans Poutine. Donc on est entré dans une phase très très passionnante du point de vue de la sociologie des élites, et notamment du point de vue de ce qu'on appelait autrefois la kremlinologie, qui était une science très inexacte, hein, qui consistait à interpréter les mouvements au sein du Politburo, du comité central, etc., bien qui reprend, on va dire, qui n'a jamais vraiment perdu en prestige, mais qui reprend son utilité, qui redevient utile aujourd'hui, puisque je vais essayer de vous expliquer en quoi Poutine 4 est effectivement une préparation à autre chose et à un poutinisme sans Poutine. Alors pour comprendre aujourd'hui la situation d'aujourd'hui, il faut revenir un peu sur la genèse du poutinisme. Et la question que je vais vous poser d'abord, Bertrand, que je ne vous ai pas posée, c'est combien de temps vous me donnez ? 3 quarts d'heure. D'accord, très bien. Je suis désolé, je laisse mon téléphone, il n'est pas allumé, mais c'est juste que je n'ai pas de montre, donc je vais regarder ça. Ah, bon, bah alors donc du coup, voilà, je préfère aussi l'éteindre parce que ça me stresse. Voilà. Donc le poutinisme, ce qu'on pourrait dire, ce qui est paradoxal, la naissance du poutinisme, je dirais que le poutinisme est né avant Poutine. C'est-à-dire que lorsque Poutine devient Premier ministre en août 1999, puis ensuite président par intérim, puis président, le poutinisme est déjà là, en germe. Il n'a simplement pas d'incarnation politique encore. Et ce que j'appelle le poutinisme, d'une certaine manière, va s'incarner dans cet homme qui s'appelle Poutine et donc prendre son véritable nom et s'incarner dans le réel. Qu'est-ce que c'est que le poutinisme au fond ? Eh bien, à la genèse du poutinisme, il y a une convergence des élites russes sur une nécessité absolue de rétablir la puissance russe. Et cette nécessité absolue de rétablir la puissance russe, c'est une réaction presque instinctive à la fin des années 90 contre la déréliction de la Russie, et en tout premier lieu la déréliction de l'État russe.
qui est affaibli dans ses relations internationales, il est affaibli économiquement, on a eu la crise de 1998 qui est une crise extrêmement dure, il est affaibli dans ses institutions mêmes, puisque en 1996, Boris Eltsine a été réélu très très difficilement à la présidence, et s'est ouverte ensuite une période pendant laquelle les institutions étaient en crise, la présidence était en crise, et les institutions politiques d'une manière générale ont été en crise. Et donc cette crise des institutions, et cette crise politique, et cette crise générale de la Russie était assez peu perçue côté occidental, parce qu'on était encore dans le récit, dans le narratif, comme on dit aujourd'hui. J'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est tout à fait ça. C'est parce que c'est vraiment une narration qui revient de la transition vers la démocratie et le marché. Donc la Russie était entrée à la fin des années 80, début des années 90, après la chute de l'URSS en 91, dans une phase de reconstruction de ses institutions et de son économie, qui était qualifiée de transition vers la démocratie et l'économie de marché. Et donc cette idéologie de la transition, elle a été très forte, et elle a caché en quelque sorte la réalité. Et ça a fait en sorte que le côté occidental, on a très très mal perçu ce qui se passait réellement. C'est-à-dire un chaos, une crise sociale, démographique profonde, économique et institutionnelle. Quelques-uns ont été là pour sonner l'alarme ou en quelque sorte dire le réel. Par exemple, je pense au livre de Jacques Sapir qui s'appelle « Le chaos russe », qui est sans doute en français un des seuls livres de l'époque qui est survécu, dont la pertinence reste là. Il y a beaucoup de choses qui ont très très mal vieilli parce qu'on était dans la transition. Donc, bon, d'accord, il y avait des problèmes. Bon, le président était... Les élections étaient un peu bizarres, il y avait des valises qui circulaient, il y avait vraiment... bon, après, les États-Unis ont reconnu avoir pratiqué une ingérence assez massive dans cette élection de 1996. Mais tout ça, ça allait passer, parce que bon, c'était le prix de la transition et de l'économie de marché. Donc, tout ça, comme disait le président Clinton, allait dans le bon sens. Hein, donc, de ce fait, eh bien, tout ça, bon, c'était pas terrible, mais en gros, ça allait aller mieux. Alors, à l'intérieur de la Russie, par contre, on ne percevait pas du tout ça. Et ce discours sur la transition était peut-être tenu par quelques idéologues économistes libéraux un peu déracinés et un peu en rupture avec l'esprit public. Mais le sentiment d'une crise générale du système était très fort. Le sentiment de ne pas s'être remis de la chute de l'URSS était très fort. Et ces sentiments d'une déréliction générale de l'État, de la société, était très très puissant dans la population et chez les fonctionnaires. Et donc, en réalité, le poutinisme procède d'une perception par les hautes bureaucraties en uniforme. Alors, je vais faire quelques petites définitions. Donc, je vais parler de bureaucratie. Donc, la haute bureaucratie civile, donc c'est les fonctionnaires d'État fédéral, ceux qui sont dans les appareils présidentiels et gouvernementaux pour essentiel, et qui dirigent les administrations régionales, etc., etc. Il y a les bureaucraties en uniforme, qu'on appelle dans la presse souvent les silaviki ou siloviki. Vous avez vu ce terme, je pense, dans la presse, c'est quelque chose qui revient souvent, qui sont les multiples corps de fonctionnaires militaires ou paramilitaires, ou donc ministère de l'Intérieur, comité d'État à la sécurité, FSB, et autres multiples bureaucratie en uniforme. Donc effectivement, la réaction, je dirais, contre la déréliction de l'État russe, elle vient essentiellement de ces bureaucraties, des chefs de ces bureaucraties en uniforme et de la haute bureaucratie civile, mais elle est très très puissante dans la haute bureaucratie civile, et très souvent, d'ailleurs, on voit, j'y reviendrai à l'instant, mais le récit en fait qui domine la genèse du poutinisme dans les médias en France et aux États-Unis, c'est un récit, enfin plus en France, parce qu'en France, c'est vraiment sur la Russie vraiment une espèce de vision dominante, je dirais, erronée. Tandis qu'aux États-Unis, il y a quand même une pluralité, il y a une vision dominante, mais il y a aussi beaucoup de voix qui s'expriment, et si on cherche un peu, on entend plusieurs choses. En France, c'est vraiment quelque chose qui domine. C'est l'idée que, en quelque sorte, Poutine serait l'homme du KGB qui aurait organisé une sorte de coup d'État
bon, coup d'État, pas un vrai coup d'État, mais un coup d'État discret, qui aurait pris le pouvoir avec ses copains de Saint-Pétersbourg et ses copains du KGB, et qui aurait mis la main sur l'économie et qui se partagerait le butin avec ses copains, en plaçant les avoirs dans les paradis fiscaux. Et voilà, en gros, c'est ça le discours. Bon, hein, plus ou moins, de manière plus ou moins, je dirais, plus ou moins masquée, plus ou moins subtile. Il y a un problème dans ce discours, c'est qu'effectivement, d'abord, c'est pas Poutine. D'abord, la réaction à la dérégulation de l'État, elle ne vient pas de Poutine, elle vient d'ailleurs. Poutine en fait partie, mais il est un parmi d'autres, ces bureaucrates qui sont dans la réaction que j'appelle la réaction étatiste. Mais même les Silaviki, si on les prend à l'époque, ce ne sont pas majoritaires. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas d'abord majoritaires dans l'administration russe, et d'autre part, ce ne sont pas eux qui sont les plus nombreux. Et la bureaucratie civile, l'appareil présidentiel et gouvernemental, est très très largement en faveur d'une reprise en main de l'État. Et la voix qu'on entend le plus à cette époque-là, c'est pas celle de Poutine, qui est totalement inaudible à l'époque, il est totalement inconnu d'ailleurs, mais celle de Primakov, Evgeny Primakov, qui a été ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre, qui est en réalité lui qui va le premier préparer, si j'ose dire, le poutinisme. Donc cette réaction étatiste, elle est souvent aussi présentée, donc je vous disais, le KGB, le coup d'État du KGB, c'est un mouvement présenté comme réactionnaire, conservateur, rétrograde, et puis aussi avec une dimension prométhéenne, aussi un peu néo-soviétique. C'est-à-dire que l'objectif de cette évolution-là, ce serait de faire renaître la grandeur de l'URSS sous les oripeaux de la Russie, et ce serait en réalité orchestré par des gens qui sont des nostalgiques de l'Union soviétique. Et on cite très très souvent la phrase de Poutine, qu'il a tenue d'ailleurs bien après, en 2005, la phrase sur la tragédie qui a été la chute, enfin la chute de l'URSS, donc la chute de l'URSS, c'est l'événement, la catastrophe géopolitique la plus importante du XXe siècle. Bon, cette phrase est toujours extraite de son contexte et amputée de la moitié, mais il l'a dit effectivement, et donc ça sert à coller cette image d'un Poutine à la tête d'une sorte de camarilla conservatrice néo-soviétique rétrograde et nostalgique. Alors moi je ne vois pas ça du tout comme ça, je vois ça comme au contraire quelque chose qui vient non pas d'un petit groupe, mais qui vient vraiment du fond et du bas, du bas, c'est-à-dire des fonctionnaires, de tout un ensemble de gens qui prennent conscience c'est un véritable réflexe de défense de l'État russe que ces initiateurs perçoivent comme une stratégie de survie de cet État. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, il y a vraiment, au sein de l'État en Russie, et même de la société de manière plus diffuse, le sentiment que la Russie est en train d'aller sur le même chemin que l'Union soviétique, elle va se démembrer, et qu'en fait, ce démembrement de la Russie pourrait être le prolongement de la chute de l'Union soviétique, et donc il faut essayer de juguler ça et de réagir. Et donc, la réaction étatiste, elle s'est cristallisée à la fin de cette période des années 90 pour une raison aussi très, très conjoncturelle. C'est qu'on arrive à la fin des années 90, à la fin du mandat de Boris Yeltsin, dont l'état de santé n'est pas florissant, dont le bilan n'est pas non plus reluisant. En tout cas, il n'est pas perçu comme reluisant par les Russes. Sa cote de popularité est très faible. On ne sait pas vraiment s'il gouverne lui-même ou s'il par intermittence, etc. Bon. Et donc, il y a vraiment au sein de l'État, au sein de l'appareil d'État, donc dans la bureaucratie fédérale, dans la bureaucratie régionale, au sein du corps des gouverneurs de la Fédération de Russie, le premier d'entre eux, c'est Yuri Lushkov, qui est le maire de Moscou, qui est, je dirais, le porte-voix aussi d'un discours très critique à l'égard de la situation et en faveur de réformes profondes de l'État, etc. J'ai parlé de Primakov aussi, qui est une des voix. Poutine est né avant Poutine. C'est-à-dire que Poutine est né politiquement de ce mouvement. Et donc, Poutine, en réalité, a endossé, on pourrait dire qu'il est devenu, à son insu et de manière parfaitement conjoncturelle, parce qu'il a été choisi
comme le successeur de Boris Yeltsin pour des raisons tout à fait contingentes, et pas du tout politiques, et pas du tout le fond, hein, mais des raisons de pure, je dirais, contingence. Il fallait sauver l'héritage Yeltsin, il fallait éviter que quelqu'un d'hostile au clan Yeltsin arrive au pouvoir pour remettre en question un certain nombre de points de fortune, d'ailleurs, privés, et un certain nombre de choses. Donc, Poutine est apparu comme l'homme de la situation. Je vais expliquer pourquoi. Il est apparu comme l'homme de la situation parce que c'était le seul qui pouvait c'était le seul qui était au carrefour des trois groupes qui meublaient à l'époque l'élite du pouvoir en Russie, et il a fait consensus. Voilà. Et il a fait consensus, et il a peu à peu, il est devenu le coryphée d'un ensemble qui était déjà formé, et de voix qui étaient déjà là, et non seulement les voix étaient déjà là, mais les partitions étaient déjà plus ou moins écrites. Donc le poutinisme, comme j'ai essayé de vous expliquer, n'est pas... Poutine est arrivé dans le poutinisme, mais ce n'est pas lui qui l'a véritablement formé. Alors, quel est l'état des lieux de l'élite du pouvoir à la fin des années 90 en Russie? On peut la diviser en trois groupes. Il y a le groupe de la haute bureaucratie civile, c'est-à-dire les fonctionnaires, je vous ai déjà parlé de ces fonctionnaires de l'appareil présidentiel, de l'administration présidentielle, qui sont des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, dont le prestige est ancien et qui ont une histoire. Mais c'est pas uniquement l'administration présidentielle, c'est pas uniquement l'administration du président de la Russie formée avec le nouveau régime. C'est entièrement et presque intégralement l'organe elle a hérité de l'appareil du comité central du Parti communiste. Elle a hérité des bâtiments, mais aussi de l'ensemble des fonctionnaires. C'est-à-dire, en 91, quand le parti a été interdit et que Yeltsin était donc président, on a mis, il fallait une administration présidentielle, il fallait quelque chose, un appareil administratif auprès du président. Donc on a tout simplement changé les plaques, sans changer de lieu et sans changer trop les fonctionnaires, et à la place de l'appareil du comité central du parti, on a mis administration et président de la Fédération Russie. Voilà, c'est ça la transition. Hein. Et donc, on a changé des hommes, on a changé de quelques chefs, mais on a, au gros, pas du tout changé cette bureaucratie-là qui a un grand prestige, qui était vraiment l'aristocratie, on va dire, de la bureaucratie soviétique. Bon, il y a ces gens-là, ce que j'appelle la haute bureaucratie civile. Et puis, il y a la haute bureaucratie des uniformes, et ici la Viki. Et ces deux bureaucraties-là, à la fin des années 90, elles poussent vers disons, un programme politique qui consiste à réagir à la déréliction, double réaction vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis de la politique extérieure américaine, telle qu'elle s'est manifestée en 1999, notamment au moment de l'intervention de l'OTAN en Yougoslavie, et puis aussi en interne, elle vise à recentraliser, à reprendre du pouvoir dans le territoire, à faire en sorte qu'il y ait une meilleure gestion, enfin un meilleur contrôle des élites régionales qui étaient parties un peu dans tous les sens, et à aussi essayer de reprendre le contrôle d'un certain nombre de secteurs économiques dont on avait perdu un peu, dont l'État avait perdu du moins le contrôle, du moins la capacité d'influer sur les grandes décisions de ces secteurs, en particulier les secteurs pétroliers. Bon. Donc il y a un appel à une réforme étatiste, création d'un État plus interventionniste, plus fort et plus régalien. Et puis il y a un troisième groupe dans l'élite du pouvoir, qui est justement le groupe, entre guillemets, qui pose problème, c'est les fameux oligarques, qui est une catégorie nouvelle qui a été créée dans les années 90, qui est née des privatisations des années 90, et qui a connu son apogée dans la période 95-98, qui est en réalité la période pendant laquelle ces oligarques sont devenus extrêmement puissants. Ils étaient à l'époque des années 90-95 importants, mais ils n'avaient pas été rendus puissants par la vague de 95-98. Et en fait, ce qui s'est passé pendant les années 95-98 est très important aussi, puisque comment sont-ils devenus puissants, ces oligarques? Eh bien, quand je parle d'oligarques, c'est essentiellement au premier chef des banquiers, des gens qui viennent du secteur de la finance, ou qui ont créé, qui se sont appuyés sur, ou qui ont fait fortune et ont constitué leur fortune en banque ou en entreprise financière.
eh bien, ils ont acquis, dans les années 95-98, ils ont pris le contrôle d'un certain nombre de grands secteurs par des privatisations dont la légalité était plus que douteuse dans certains cas. Enfin, il y avait des appels d'offres, enfin, bon, trafiqués, etc. Bon, c'est pas un scoop. Et surtout, ils ont été, en quelque sorte, il faut comprendre que cette alliance, enfin, que l'État russe, en tout cas la famille Yeltsin et le gouvernement russe, se sont appuyés sur les oligarques et que c'était un appui visant, enfin, il y avait un intérêt mutuel à cet appui. Yeltsin avait besoin de se maintenir au pouvoir et il était très difficilement rééligible en 1996. En plus, on était dans une crise économique latente. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va lancer cette opération qui va s'appeler obligation. Enfin, l'État va émettre des obligations qui vont être achetées par, donc on appelle les GKO techniquement, qui vont être achetés par les oligarques, et en échange de quoi les oligarques vont recevoir des pans entiers de l'économie nationale. Donc, pétrole, le gaz va être mis à part, mais le pétrole, aluminium, nickel, technologie, etc. Et donc, c'est d'ailleurs cette espèce d'alliance entre le pouvoir, le Kremlin et les oligarques va être scellée par la venue de 7 premiers oligarques au Kremlin en 1996 pour soutenir Boris Yeltsin, où ces hommes vont dire on est là pour vous soutenir. Donc on est vraiment dans une sorte de système où les oligarques ont pris un pouvoir politique très important en 95-96 et et que cette prise de pouvoir est vue de manière très critique par les hautes bureaucraties civiles et les uniformes. Il y a vraiment une hostilité à ça. Et donc, pourquoi Poutine? Eh bien parce que, justement, en 1999, Poutine est un homme qui a, je veux dire deux mots de lui, je pense qu'il est très connu, mais enfin, quand même quelques... Bon, il est né en 1952 à Saint-Pétersbourg, enfin à Leningrad. Il a donc en 1999 47 ans, c'est un homme jeune qui a fait une carrière, je dirais, assez intéressante, puisqu'il a évidemment, c'est un ancien agent de renseignement du KGB, donc c'est un Silavik, en quelque sorte, mais un Silavik qui en 90 a démissionné et est entré au service d'un patron politique qui était tout à fait démocrate et libéral et pro-occidental et pro-Yeltsin, tout ce qu'on veut, qui était le maire de Saint-Pétersbourg, qui s'appelle Anatoly Sobchak, dont il est devenu le bras droit et, j'allais dire, un des émissaires principaux, donc des chargés. Il est devenu assez vite très, très important pour lui et même indispensable. Et il supervisait notamment l'ensemble des opérations économiques extérieures de la ville de Saint-Pétersbourg. Donc, à ce titre, il connaissait à peu près l'ensemble, enfin, il avait une très très bonne connaissance des réseaux du business, pour dire les choses comme elles sont. Donc, il était à l'interface entre les Silaviki, la haute bureaucratie civile, parce que c'était politiquement quelqu'un qui s'était situé dans le camp démocrate et pro-Yeltsin, et bien sûr les oligarques, puisque son travail à la mairie de Saint-Pétersbourg le mettait en relation avec l'ensemble des oligarques et des oligarchies. Et c'est quelqu'un qui donc est au centre de l'élite du pouvoir, en quelque sorte. Il est positionné. Il est tout à fait secondaire, tout à fait subalterne, mais il n'est pas... les Silaviki trouvent que c'est un ancien du KGB, donc c'est plutôt pas mal. La haute bureaucratie civile dit, bon, il a travaillé avec Sobchak, donc c'est quelqu'un de tout à fait, je dirais, compétent. Il a occupé plusieurs postes. Ensuite, après Saint-Pétersbourg, il est passé à Moscou, dans l'administration fédérale, où il a donné toute satisfaction. Et puis les oligarques le tiennent pour un des leurs, ou en tout cas un de leurs hommes dans la haute bureaucratie de l'État. Donc Poutine, en fait, est là, non pas parce que, mu d'une sorte comme j'ai lu sur la plume de mes collègues, je cite, que je ne citerai pas par charité, Poutine est un Silavik mu par son désir de revanche et de restauration de l'ordre soviétique. Voilà. Donc c'est totalement faux. Poutine est là parce qu'il est là à ce moment-là. Il est très pratique, il est discret, il ne fait pas de bruit, personne ne le connaît, il est très terne. Et puis, c'est quelqu'un qui est loyal vis-à-vis du clan Yeltsin et qui ne va pas se lancer dans des guerres et qui ne va pas, qui est en fait assez central dans le dispositif.
il est à la confluence, on va dire, du KGB, de la mouvance démocrate et du business. Et des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup à l'époque. Donc voilà, Poutine arrive à la tête de l'État en 2000. Le poutinisme, en quelque sorte, va ensuite se constituer autour de Poutine. Et il faut attendre 2003-2004 pour voir le tournant et l'avènement du poutinisme et d'un Poutine chef du poutinisme, on va dire. Le poutinisme existe à l'état latent, sans ce mot, entre 1998 et 2003. Poutine existe lui aussi, mais pour qu'il se rencontre vraiment et pour que Poutine devienne le chef du poutinisme, il faut attendre 2003-2004. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Poutine a été élu président. Les oligarques en particulier, le premier d'entre eux à l'époque, Mikhail Khodorkovsky, qui était le patron du géant pétrolier Yukos, qui est un homme que vous connaissez bien, qui a été ensuite donc a été arrêté pour fraude fiscale et X chef d'accusation. Un procès très connu, très retentissement. Il a été arrêté de manière extrêmement démonstrative et presque provocatrice, on va dire, dans son jet privé sur la tarmac de l'aéroport de Novosibirsk en novembre 2003. Donc cette arrestation de Khodorkovsky marque en réalité un vrai tournant dans la relation, symboliquement, dans la relation entre l'État en Russie et les oligarques. En 1996, les oligarques sauvaient Yeltsin. En 2003, le Kremlin chasse les oligarques. C'est un peu rapide, c'est un peu un raccourci ce que je vous dis là, mais c'est pas complètement faux. Alors il y a ça, il y a donc les oligarques, le positionnement des oligarques. En fait, un des objectifs de la restauration ou de la réaction étatiste, c'était de chasser ou de neutraliser les oligarques. Ça, c'est plus ou moins fait en 2003-2004, tout du moins symboliquement. On va voir que c'est plus compliqué que ça, en fait, mais pour l'instant, je reste dans des choses très simples. Ensuite, en 2003, à la suite de cette affaire Khodorkovsky qui était un symbole, je me rappelle quand j'étais venu la dernière fois chez vous, je vous avais un peu raconté ce que faisait Khodorkovsky aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il était très, très, très en cours à Washington dans différents cercles, et notamment il était l'invité permanent du CFR, le Council of Foreign Relations, que je tiens enfin que pas seulement moi, mais beaucoup de gens tiennent pour une institution où se prépare la politique extérieure américaine est extrêmement déterminant, un lieu déterminant, on va dire, de cette politique extérieure. Et j'ai entrepris depuis quelques années la lecture systématique de tout ce qui touche la Russie et qui a été publié par le CFR. Et dans les années 99-2003, ce qui est frappant, c'est de voir l'omniprésence de Khodorkovsky absolument partout, dans toutes les tables rondes, etc., à croire qu'il habitait là. Et donc il était très investi d'espoir par les Américains, en tout cas par le CFR. Le voilà en prison à partir de 2004. Alors, le chef de l'administration présidentielle, lorsque Poutine est devenu président, il a donné des gages de loyauté à la famille Yeltsin en signant le premier acte qu'il a signé, c'était un décret qui donnait l'immunité pénale à Yeltsin et sa famille. Donc ça, c'était vraiment le premier décret de Poutine, donc c'est très clair, voilà. Et puis, on raconte que le chef de l'administration présidentielle de Yeltsin, qui s'appelait Alexandre Voloshin, pardon, est allé voir Poutine, lui a dit, bon, bah maintenant, si tu veux, je m'en vais, en gros. Et Poutine dit, mais non, pas du tout, reste, il n'y a aucune raison, etc. Et ce Voloshin est resté jusqu'en 2003, et ce qui l'a fait fuir, c'est effectivement l'arrestation de Khodorkovsky. Donc, Voloshin est parti, donc, en quelque sorte, la haute bureaucratie civile a trouvé un nouveau chef, et on est entré dans une nouvelle période où Poutine s'est installé au pouvoir. Les oligarques, entre guillemets, matés ou sérieusement intimidés, la bureaucratie civile tout à fait loyale à l'égard de Poutine, la bureaucratie des uniformes également, et puis Poutine a créé quelque chose que son prédécesseur n'avait pas créé, qui est un parti politique, et s'il ne voulait pas créer de parti, et Poutine l'a fait, ça s'appelle Russie Unie, vous connaissez, et qui s'est installé en parti majoritaire, grande majorité et ultra majoritaire après 2003. On a fait pendant cette période des réformes très importantes en matière fédérale. On a recentralisé, on va dire, les relations entre le centre et les régions. On a restauré, comme dit Poutine, la verticale du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir des gouverneurs des régions a été nettement diminué
et on a renforcé la capacité du centre, du pouvoir central à imposer des mesures, à appliquer la loi. On était arrivé dans une situation très très complexe du point de vue juridique, où très souvent les lois fédérales n'étaient tout simplement pas appliquées, parce que localement, au niveau des régions, il y avait des lois ou des règlements qui contredisaient les lois fédérales, et tout ça se mariait dans un chaos, dans un grand chaos juridique assez complexe. Tout ça a été remis en ordre. Ça a été facilité, bien sûr, par deux facteurs. Ce Poutine triomphant, ou la deuxième phase du poutinisme, c'est le facteur externe d'abord, c'est-à-dire que l'hostilité occidentale à l'égard de la Russie qui va croissant à partir de, je dirais, il y a eu une petite intermède avec 2001 et la petite lune de miel entre Bush et Poutine. Enfin, surtout Poutine a essayé de véritablement d'entrer dans une relation privilégiée avec les États-Unis à la faveur du 11 septembre. On a ouvert la route on a ouvert la base de Kirghizie pour pour aider les Américains à intervenir en Afghanistan, etc. Bon, cette petite lune de miel est tout à fait terminée en 2003 avec la décision de la Russie de s'opposer à l'intervention américaine ou britannique en Irak. Et donc, à partir de là, l'hostilité occidentale monte à l'égard de la Russie, et donc le discours russe sur la politique extérieure devient de plus ce qu'il est aujourd'hui, progressivement, c'est-à-dire tout à fait hostile au monde unipolaire, etc. Et c'est aussi à une période où la politique extérieure redevient quelque chose d'important dans l'agenda interne, c'est-à-dire qu'on parle à nouveau de la politique extérieure dans les médias, et c'est un ferment de consensus en Russie encore jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est les facteurs externes qui ne sont pas négligeables. Je dirais que l'Occident a beaucoup fait pour l'implantation et la consolidation du poutinisme. Et puis il y a des facteurs internes, j'ai déjà dit, croissance économique, enrichissement de la classe moyenne, rétablissement partiel de l'État social. J'ai bien partiel, c'est-à-dire par exemple, pour la première fois depuis 10 ans, les retraites étaient à peu près payées, les retards de salaire n'existaient plus, les fonctionnaires ont été augmentés, etc. etc. Alors peu à peu, donc, dans ces années-là, dans ces années de poutinisme triomphant, c'est ce que j'appelle dans mon article, dans Travaux à venir, le prétorianisme. Le poutinisme devient un prétorianisme. Alors le prétorianisme, évidemment, c'est quelque chose que j'ai je ne vais pas entrer dans des définitions théoriques de sciences politiques, je vous en fais grâce, mais c'est une notion assez employée assez diversement et de manière assez différente selon les pays, bien sûr. C'est quelque chose qui revient souvent pour la Turquie, pour qualifier la Turquie, et puis aussi le Pakistan. Et donc moi j'en fais une espèce de sauce personnelle, si ça vous intéresse vous pouvez lire ça dans mon article. C'est à la fois une idéologie, c'est-à-dire l'essentiel c'est évidemment, c'est priorité au régalien dans la définition de l'État. Donc c'est l'idée que ce qui est prioritaire c'est la défense de l'État, de sa souveraineté intérieure comme extérieure, qui devient le leitmotiv dominant du discours politique et qui vient justifier la mise en œuvre d'un autoritarisme, on va dire ça comme ça, que moi j'appelle plutôt démocratie non compétitive, parce que c'est un régime autoritaire, certes, mais qu'est-ce que ça veut dire régime autoritaire? Là encore, on entre dans des définitions, des débats assez stériles à mon sens. Qu'est-ce qu'il y a en Russie? On a une démocratie avec des élus, un président qui est élu, une assemblée élue, des gouverneurs maintenant élus, etc. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que tout simplement, il n'y a pas de compétition pour le pouvoir, puisque les sortants sont quasiment toujours réélus, et en tout cas à la présidence, il n'y a pas d'alternance au pouvoir. Il n'y a pas d'alternance de majorité à la Douma, il n'y a pas d'alternance à la présidence. Il y a parfois un peu des petites alternances dans les régions, je vais en parler tout à l'heure, mais en gros c'est un régime qui fonctionne sans alternance, donc la démocratie existe, mais elle ne sert pas à organiser une compétition, même factice, je dis bien, mais compétition entre les élus, entre les candidats. Donc le prétorianisme, c'est vraiment cap sur la protection et la défense de l'État régalien dans ses prérogatives. Ça, c'est une chose très affirmée, mais c'est aussi et c'est quelque chose qui est peut-être moins bien vu ici, la volonté de constituer un État stratège qui serait maître des secteurs clés de l'économie.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans les années 2005-2010? On a créé de ce qu'on appelle des corporations d'État, ou Großkorporatie, dans certains secteurs considérés comme stratégiques. Alors, je donnerai 3 exemples. Les technologies de pointe, les nanotechnologies, le complexe militaro-industriel, et notamment on a créé, là il y en a plusieurs, et notamment il y a une corporation d'État qui est un monopole même d'État pour l'exportation des armes, qui s'appelle Rosatomexport. Ça c'est une chose, et puis d'autre part, on a mis au-delà de ces corporations d'État dans les secteurs considérés comme extrêmement stratégiques, on a installé un réseau que j'appelle moi la Corpocratura, un jeu de mots un peu malicieux avec la nomenclatura, et une nomenclatura qui serait plus du parti, mais des grandes sociétés, une nomenclatura capitaliste. Et ce réseau consiste à installer à la tête de grandes entreprises privées de secteurs considérés comme particulièrement importants pour l'État, des hommes qui vont cumuler une fonction politique, soit politique, soit c'est-à-dire ministre ou Premier ministre même, ou une fonction, et une fonction économique à la tête d'un grand groupe. Alors là, je dirais il y a 2 exemples qui me viennent à l'esprit qui sont les plus connus. Le premier exemple, c'est Dmitri Medvedev, qui était à la fois pendant assez longtemps chef adjoint de l'administration présidentielle et directeur et président du directoire de Gazprom, qui est quand même la première entreprise russe, premier grand groupe russe. Et ensuite, il est passé au gouvernement, vice-premier ministre, et il a été également, il était toujours à Gazprom. Puis un autre homme qui est moins connu du grand public, mais je suis certain que certains d'entre vous le connaissent ici, qui s'appelle Igor Sechin. Voilà, un homme dont si vous allez voir sa photo, il fait un peu peur, Igor Sechin. Il a vraiment la tête de l'emploi. C'est vraiment on cherche un méchant russe, KGB. Voilà, il est parfait. Et Igor Sechin, qui est un très proche de Poutine, a été très longtemps à la tête également chef adjoint de l'administration présidentielle et à la tête de Rosneft, donc entreprise qui est pétrolière, mais qui a aussi le monopole des oléoducs, et qui est ensuite maintenant mort dans d'autres secteurs, et Sechin est maintenant uniquement patron de Rosneft, et c'est quelqu'un dont on considère qu'il est un des hommes les plus puissants et les plus proches de Poutine. Alors, donc, voilà, il y a les corporations d'État, et puis la corpocratura, c'est-à-dire un certain nombre, un contrôle, on va dire, par finalement un assez petit groupe d'hommes du pouvoir économique, politique, etc. etc. Donc on a une grande, contrairement à l'époque Yeltsin, où on avait effectivement les oligarques, la bureaucratie d'État, les directeurs les responsables de secteurs qui avaient été privatisés autrement et qui étaient hostiles aux oligarques, etc. Je résume, un conflit permanent ouvert au sein de l'élite du pouvoir, qui se traduisait par beaucoup de... Alors c'était sympa pour nous, parce qu'il y avait plein de trucs dans la presse, il y avait plein de gens qui... plus il y a des conflits au sommet, plus c'est rigolo pour les journalistes, parce qu'on peut avoir de l'info. Et là, c'est plus qu'il y a sans doute des conflits, on n'en sait plus rien du tout. Et surtout, il y a un accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ce modèle-là, sur ce que j'appelle le modèle prétorien. Économie prétorienne, État prétorien, démocratie prétorienne. Un des grands idéologues du poutinisme, peut-être même le seul idéologue du poutinisme, à vrai dire, en tant que tel, qui s'appelle Vladislav Surkov, qui était assez longtemps, lui aussi chef adjoint de l'administration présidentielle et en charge de la vie politique, avait inventé vers 2005 un concept qui s'appelait la démocratie souveraine. Il disait, chez nous, c'est sûr, la démocratie russe, elle est un peu spéciale, parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternance. Mais on assume, parce que s'il y avait une alternance, parce que d'abord, regardez l'opposition, elle est totalement incapable de gouverner et d'arriver au pouvoir, ce serait un danger pour la Russie. Et deuxième chose, certes, nous n'avons pas... on attend avec impatience l'émergence d'une opposition compétente, je cite,
Mais il n'y en a pas pour l'instant, donc mieux vaut se satisfaire de cette situation qui est peut-être peu satisfaisante sur le plan démocratique, mais au moins, nous, l'objectif, c'est que l'État soit stable, c'est que notre État ne soit pas remis en question. Toujours cette peur, en fait, d'un État qui serait toujours en but à un danger de déréliction. Alors voilà, en gros, si vous voulez, le paysage très à grands traits du poutinisme vers 2010, 2008-2010. Ensuite, il y a cette, effectivement, parenthèse Medvedev, qui n'en est pas une, parce que Medvedev était bien que président, a été un président assez... enfin, le pouvoir ne s'est pas vraiment déplacé. C'est-à-dire le centre du pouvoir est toujours Poutine, à tel point qu'il y a eu un sondage fait en 2011 où on demandait aux gens quelles sont les institutions russes les plus fiables, en lesquelles vous avez le plus confiance. Et Vladimir Poutine était nommé en tant que tel, donc il devient presque une institution. Au moment où il devient Premier ministre, enfin, c'est-à-dire où il quitte la présidence, il y a eu tout un mouvement qui a consisté à faire des pétitions pour que Poutine reste. Et donc il y en avait une qui avait été élaborée, signée par quelqu'un que je connais bien, qui était l'ancienne rectrice de l'université de Saint-Pétersbourg, Madame Verbitsker, et qui avait signé un texte absolument, bon, que je ne qualifierais pas, mais qui est pour quelqu'un de culture politique française très amusant en fait, on va dire ça comme ça. À dire mais Poutine est devenu plus que ça. Aujourd'hui, maintenant, Poutine n'est plus seulement président, il est notre leader, notre chef. Voilà, cette appellation de leader, national leader, ou leader national, leader de la nation, ou chef, elle est revenue justement en 2018, au lendemain de la réélection de Poutine à la présidence, là, il y a quelques mois, où la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonian, a fait un tweet assez pareil, tout à fait, en disant voilà, Poutine est maintenant notre chef, et quelle que soit la place qu'il occupe dans les institutions, c'est lui qui dirige, etc. Donc, alors tout ça, je recours à ces citations pour vous montrer que la réalité, c'est celle d'un homme qui concentre le pouvoir, mais pas une institution, et finalement, où qu'il soit, il est quand même le centre du pouvoir, il est identifié comme tel, et par les élites, et par le peuple. Et donc Medvedev va essayer d'exister pendant cette période, il va même se sentir pousser des ailes vers 2010-2011 et va se dire tiens, si je restais, puis si je me fabriquais, bon. Il y a toute une histoire là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui sont assez amusantes, mais Medvedev est un homme intelligent et modéré et sage, et il a bien compris que c'était pas ça, enfin, que c'était pas le moment, que c'était pas... Voilà, que les circonstances n'étaient pas favorables, et il est devenu ensuite Premier ministre de Poutine, et il l'est toujours. Hein, on s'attendait à ce que Medvedev soit mis sur la touche. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit mis sur la touche en 2018, pas du tout, il est là, encore, et ça fait maintenant 10 ans de tandem, hein, un couple qui marche bien, hein, on dirait. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Ensuite, alors, je vais revenir, puisque vous m'avez demandé de parler plutôt de la sociologie du pouvoir, je vais revenir à des considérations un tout petit peu plus sociologiques, un peu plus ennuyeuses. Qu'est-ce qui se passe au-delà des têtes, Poutine, Medvedev, Sechin, dans l'appareil d'État, les corporaties, l'élite en général, enfin, les cadres, etc. Il y a en réalité trois facteurs qui font que l'élite du pouvoir en 2003-2004 et celle qui existe en 2014-2015 n'est plus la même. En 10 ans, il y a une évolution assez considérable. Il y a 3 facteurs d'évolution. Le premier facteur, c'est une extension de la corpocratura, de ce que j'ai appelé la corpocratura, c'est-à-dire ce réseau qui est parfois formalisé dans des corporations d'État, mais souvent informel, de contrôle de l'économie par l'État. On peut dire que la corpocratura, au départ, c'était, je dirais, peut-être 10%. Enfin, bon, on va mettre l'énergie à part, parce que l'énergie, c'est une question à part. Mais pour ce qui est des banques, assurances, compagnies de matières premières, etc., c'était 10-15% de l'économie. Aujourd'hui, c'est, je dirais, 50% de l'économie. C'est-à-dire que l'économie russe est une économie extrêmement concentrée vers les grands groupes. Et donc, il n'y a pas beaucoup de PME, il y a encore moins de P que de M, si j'ose dire.
Et donc, ce qui fait que, de ce fait, le réseau de la Corpocratura est très très large et à l'échelle fédérale. C'est-à-dire qu'on voit au niveau des régions aussi beaucoup de croisements, on va dire, entre pouvoir économique, pouvoir politique. Et donc, qui dit extension d'une élite, dit affaissement de cette élite, forcément. Moi, je suis très parétien, donc je vois ça très... Pour moi, c'est presque une loi du genre. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle se banalise. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on fait comprendre qu'il a un rôle particulier, que si on le nomme à la fois à l'administration présidentielle et à la tête de cette entreprise, ou que plus modestement, s'il occupe un poste de gouverneur et en même temps du directoire d'un grand groupe, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il a un rôle à jouer, un rôle politique à jouer, hein, un rôle de vigie, quelqu'un qui doit défendre l'État. Hein, tu es là pour défendre l'État. Bon, ces gens-là vont se banaliser. Avec la banalisation de la Corpocratura, ils deviennent, je dirais, des plutocrates comme les autres, hein, de plus en plus. Et on voit apparaître donc de nouveaux oligarques qui sont plus les oligarques des années 90, c'est-à-dire qui sont nés des privatisations, mais qui sont des nouveaux oligarques qui sont nés on pourrait dire, d'apanages qui leur ont été comme ça confiés. Tu es gouverneur, tu vas avoir le directoire de telle entreprise, ou une loi va être votée en 2011 qui va interdire ces cumuls, donc on va avoir des épouses, beaucoup d'épouses qui vont devenir présidentes du directoire, les enfants qui, alors les avoirs, enfin tous ces nouveaux oligarques ont les mêmes, je dirais, défauts que les anciens, hein, ils ont des avoirs à l'étranger, ils s'achètent des beaux appartements à Londres, avec une préférence pour Kensington et Notting Hill. Ils vont en vacances à Courchevel, pas seulement, je dis les grands, pas seulement les pauvres, etc., mais aussi, je dirais, l'oligarque régional, on va dire. On envoie les enfants étudier à l'étranger, etc., etc. Bon. En gros, cette corpocratura devient de plus en plus une sorte de plutocratie et de moins en moins une nouvelle nomenclatura au sens patriotique et au service de l'État régalien. Bon. Alors, ça c'est une réalité. Donc l'extension de cette corpocratura, du réseau, la rend aussi plus difficile à gouverner et fait qu'il y a aujourd'hui en son sein beaucoup de clans, beaucoup de guerres de clans, etc., qui sont plus discrètement relatées qu'à l'époque des années 90, mais qui sont tout aussi réelles. Alors la deuxième évolution au sein de l'élite du pouvoir dans ces 10 années qui vont de 2005 à 2015, 2015-2016. Pourquoi 2015-2016 Ce que je vous dis actuellement est aussi valable pour aujourd'hui, mais il y a une réforme en cours et il y a une politique dont je vais parler en troisième partie, donc je garde le suspense. Deuxième facteur d'évolution, c'est l'extension de la corpocratura, enfin, corollaire de cette extension de la corpocratura. On a aujourd'hui la formation ce que je pourrais appeler une vaste bureaucratie transversale, dont les cadres dirigeants sont plus spécifiquement attachés à un corps particulier, mais circulent beaucoup. Je m'explique. Quelqu'un va entrer, par exemple, faire une carrière, je vais prendre quelqu'un que je connais, fait des études brillantes, etc., de mathématiques et de physique à l'université de Moscou, recruté par une corporation d'État qui s'occupe de nouvelles technologies et d'applications cyber dans la cartographie, applications militaires et civiles, et puis qui assez vite, vers 30 ans, monte un peu comme ça et se voit chargé de tâches managériales, bureaucratiques, etc. Et puis hop, il est repéré et hop, on lui propose d'aller travailler comme chef adjoint de l'administration régionale de la région de Moscou. Et puis là-bas, il va faire son chemin jusqu'au ministère de la Santé. Et puis après, il va retourner dans une corporation d'État qui est Roscom, la corporation d'État qui surveille les communications, tout ce qui est cyber en Russie, etc. Enfin bon. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais on circule davantage, qui fait que l'identité des nouveaux cadres dirigeants, peu à peu, elle s'efface. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces identités assez affirmées qui étaient vraiment encore très fortes au début des années 2000. Un Silavik, quelqu'un qui sortait du FSB ou qui avait fait une carrière au KGB, les guébistes, les tchékistes, ça c'était quand même une forte identité.
Alors je ne dis pas que les tchéquistes aujourd'hui n'ont plus une forte identité, ils en ont une encore, mais ils sont relativement marginaux, et ceux qui veulent vraiment faire une carrière doivent tourner. Et donc, en tournant, perdre un peu de leur identité et aussi se banaliser, devenir des managers, devenir des gens avec comment dire, une grande transversalité des modalités de gestion. On fait beaucoup, enfin, comme beaucoup, la bureaucratisation est la même partout dans le monde. Donc, mon ami, là dont je vous parle, il a vraiment le sentiment aujourd'hui d'être une espèce de quelqu'un qui ne fait que des tableaux. Des tableurs et de la gestion du personnel, etc. etc. Bon. Donc, troisième évolution, corollaire de cette convergence des bureaucraties, ce sont plus trop des critères politiques qui prévalent dans les carrières, ni même des critères claniques. Les critères claniques, c'est-à-dire tu as été recruté par un tel, tu es un copain d'un tel, tu es le neveu d'un tel, tout ça, ça marche, c'est très fort en Russie encore. Mais ça marche encore très fort, mais c'est moins fort que les critères méritocratiques qui régissent davantage des carrières. Et donc, ça s'appelle, tout ce que je suis en train de vous décrire s'appelle une technocratisation de l'élite russe qui est en marche, et je pense que cette technocratisation est un vrai défi pour le poutinisme. Et donc, je ne sais pas, j'étais déjà... Bon, non, allez, encore 5 minutes. Hein. État des lieux en 2018, c'est risqué parce que... Bon, c'est toujours risqué de dire ce qu'on voit, comme ça, voilà. Donc je pense qu'une mutation des élites s'est opérée. D'abord, c'est une mutation que j'ai appelée la technocratisation, qui est quelque chose de plus fondamental, qui a des racines plus anciennes. Enfin bon, là, on est vraiment dans une phase accrue. Elle accompagne aussi un renouvellement de génération, bien sûr, parce que la génération Poutine, maintenant, Poutine a 66 ans, donc bon, en Russie, on a augmenté l'âge de la retraite à 63 ans récemment. D'ailleurs, cette réforme est très très impopulaire, mais l'espérance de vie masculine est, si je ne me trompe pas, autour de 64 ans. Donc, si vous voulez, 66 ans, ça fait quand même assez vieux finalement pour un homme en Russie. Et donc, autour de lui, les postes les plus importants sont occupés par des gens qui sont à la tête des corporations d'État, des grandes entreprises ou des ministères, qui ne sont pas de première jeunesse non plus, en fait. Hein. Donc, on a entrepris... sur la vague de cette technocratisation, de renouveler le profil des nouveaux cadres, de ceux qu'on fait faire monter. Alors, je disais méritocratie. Depuis 2008, et ça a été très mis en œuvre par Medvedev, qui était un garçon très comme ça... comment je dirais, c'est vraiment le bon élève de Sciences Po à la russe, quoi. Voilà. Et donc, pour lui, il était très... Lui-même issu avec une forte dimension méritocratique lui-même. Donc, on a entrepris d'institutionnaliser la méritocratie, qui est aussi face à une demande sociale. Les gens trouvent que le piston qui régit largement la vie du pays, il y en a marre. C'est bien d'avoir un peu de méritocratie, surtout qu'on en a des diplômes. Alors, c'est bien dans l'idée, en fait, la réalité, c'est évidemment autre chose. Mais on a entrepris de faire un truc qui s'appelle la réserve des cadres. Voilà. Et cette réserve des cadres, c'est une liste de noms comme ça et de personnes qui sont pressenties pour être appelées dans telle et telle fonction. Alors, on en a fait partout, des réserves de cadres. On a commencé par l'administration présidentielle, les ministères, etc. Puis maintenant, il y en a dans les régions, dans les assemblées, même dans les grandes entreprises, etc., même dans les villes. Enfin bon. Et donc, être nommé à la réserve de cadres, c'est vraiment assez prestigieux. Voilà, ça se met même sur le CV des gens. Hein, j'ai été nommé à la réserve de cadres telle année. Voilà, bon. Et donc, on fait fonctionner, on essaie de faire fonctionner une nouvelle politique des cadres, hein, pour reprendre la terminologie russe qui est directement héritée de Staline. Et donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh bien, on voit apparaître un nouveau profil de technocrate qui, à la fois dans la haute bureaucratie civile, dans les bureaucraties des uniformes et dans ce que j'appelle la nouvelle technocratie, c'est-à-dire les technocrates des grandes corporations. Bon. Et donc, je l'ai dit, à terme, je vois les identités professionnelles des bureaucraties d'État
civil et uniforme disparaître au profit d'un profil un peu comment dire, énarchien, si on peut dire ça comme ça, à la russe, hein, parce que c'est pas du tout ça. Et tout ça se déroule avec, bien sûr, le soutien et l'appui du Kremlin qui a lancé cette politique des cadres vraiment de manière tout à fait décisive après 2015-2016. Et donc on voit dans cette politique des cadres, dans cette technocratisation, je dirais une stratégie de maintenir le poutinisme sans Poutine, mais qui me semble une stratégie un peu risquée. Enfin bon, c'est mon avis. Alors je vais vous donner des exemples. Cette politique, elle est observable au niveau régional. Ce qui se passe politiquement en Russie de plus intéressant en ce moment, c'est les élections régionales. En fait, bon, les élections présidentielles, elles sont intéressantes, mais bon, pas tant que ça, il n'y a pas beaucoup de suspense, c'est le moins qu'on puisse dire. La dernière élection présidentielle, j'avais beaucoup d'espoir dans le candidat communiste, parce que je trouvais qu'il incarnait une certaine forme de protestation très forte en Russie aujourd'hui, qui est la protestation sociale. Les gens en ont ras-le-bol d'avoir des salaires très bas, de devoir avoir 2 ou 3 boulots. Et dès qu'on sort des grandes villes, des grandes métropoles, on est quand même dans des niveaux de pauvreté assez impressionnants. Il y a vraiment une très très grande disparité, de très grandes inégalités territoriales et sociales. Bon. Et donc, Grudinin, donc c'était son nom, incarnait une forme de protestation assez intelligemment menée, etc. Mais il a vraiment... ça n'a pas marché, voilà, ça n'a pas marché du tout. Enfin, en tout cas, à mon sens, ça fait que 12% des voix. Donc ce qui se passe de véritablement intéressant aujourd'hui se passe dans les régions et dans les élections des gouverneurs. Alors les gouverneurs, c'est les chefs des administrations régionales, alors de 85 sujets de la fédération, comme on les appelle en Russie. Donc ces 85 sujets de la fédération ont des chefs des exécutifs, qui sont des gouverneurs, qui peuvent être révoqués par le président, pour X raisons, et qui... Alors le système est... J'entre dans le détail, le système est assez intéressant, et je sais, Bertrand, que vous aimez beaucoup les institutions, donc moi aussi, donc voilà. Les choses ont beaucoup changé, hein, en Russie depuis 1993, ces gouverneurs ont beaucoup changé le mode de scrutin, les élections, tout ça. Je ne vais pas faire l'historique, comment ça se passe maintenant? Eh bien, les gouverneurs sont élus au suffrage universel pour 5 ans, sauf dans 6 régions où ils sont élus par l'Assemblée régionale, mais c'est une exception. Et puis, ils peuvent être effectivement révoqués. Alors, c'était assez rare, ces révocations de gouverneurs, et puis c'est devenu presque monnaie courante à partir de 2015-2016, où on a vu Poutine, nouveau président, donc dans son 2e cycle de présidence, révoquer comme ça des charrettes de gouverneurs, 13, 14 d'un coup, hop là, des décrets, enfin d'un coup, pas le même jour, mais en général c'est sur une semaine que ça se passe, donc on voit un tel, et puis je sais pas, j'imagine qu'ils s'amusent un peu, ils se disent tiens, je vais limoger un tel, on va voir la tête des autres, on va rigoler. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? C'est ça qui est intéressant à observer, c'est que le gouverneur est démis de ses fonctions, il est révoqué, et donc le président a le droit de nommer un gouverneur par intérim. Et donc, il doit le faire pour que le poste ne soit pas vacant. Et le gouverneur par intérim va gouverner jusqu'à la fin du mandat de celui qui a été élu. Donc ça permet, par exemple, de faire élire des vieux gouverneurs en 2015, de les révoquer en 2016 et d'attendre jusqu'à 2020 pour savoir, pour mettre quelqu'un sur la sellette, donc nommer un gouverneur par intérim, et voir ce qu'il fait pendant 4 ans, et voir si ça vaut le coup de le maintenir ou pas. Alors voilà la politique mise en œuvre. Et entre 2015 et aujourd'hui, un tiers des sujets de la Fédération de Russie ont connu cette méthode. Il consiste à donc changer de gouverneur et mettre à l'essai comme ça, faire des ballons d'essai. Donc ce qui fait que les gouverneurs sont devenus un véritable, je dirais, vivier d'hommes à étudier, qui me passionnent personnellement, et qui sont devenus vraiment, je dirais, la quintessence même du fonctionnaire politique. Hein. C'est-à-dire que à la fois, ils doivent être dans un rapport de loyauté avec le Kremlin, mais en même temps, souvent ils sont parachutés, ils doivent s'installer localement et trouver des appuis, et en même temps, ils doivent en même temps devenir des fonctionnaires politiques, au sens où ils doivent avoir un contact, enfin, faire remonter de l'information et avoir un dialogue politique avec la population. Alors,
dans cette politique des cadres, le Kremlin a mis en œuvre un profil type que le Kremlin n'a pas affiché comme ça sur je sais pas quoi, sur LinkedIn, nous recrutons des gouverneurs avec tel profil. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est moi qui restitue le profil idéal. Et le profil idéal me semble assez utopique en fait. C'est difficile de trouver le gouverneur idéal. Alors le gouverneur idéal, c'est quelqu'un qui a entre 30 et 45 ans, qui avec une formation supérieure simple ou double, c'est-à-dire des gens qui ont fait, on trouve souvent en Russie des gens qui ont fait des formations d'ingénieurs par exemple, puis ensuite du droit ou de l'économie ou du management. Ça c'est ce qu'ils appellent deuxième formation. Mais on va de toute façon recruter systématiquement des gens qui ont fait soit du droit, soit du management, soit une matière qui existe, soit de l'administration publique, ce qui en fait du management public, dans des universités, si possible, d'État ou prestigieuses. Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, c'est un critère qui consiste à avoir quelqu'un qui a un peu tourné. Alors, on va nommer des gens qui ont été un peu dans la haute administration fédérale, et puis dans une corporation d'État ou dans une grande entreprise, et puis, si possible, même un peu en région. Voilà, on va prendre des gens qui ont déjà un peu tourné, qui ont déjà voilà, on va prendre des technocrates, managers, apolitiques. Voilà, il ne faut pas qu'ils soient trop marqués politiquement. Il y a des exceptions. Par exemple, dans la région de Orel, Poutine a nommé un gouverneur communiste. Voilà. Un juriste moscovite, tout à fait technocratique, mais communiste, membre du Parti communiste, qui était longtemps le juriste du Parti communiste. Ça, c'est intéressant, parce que ça montre, dans cette région qui faisait partie autrefois de la ceinture rouge, on va mettre un gouverneur qui correspond en gros à l'état d'esprit de la population. Mais en général, ils sont apolitiques, ils ont un profil vraiment lisse comme ça. Voilà. Ils sont jeunes et ils sont apolitiques et on leur demande d'être à la fois des bons managers, de diriger l'administration régionale, d'avoir de bonnes relations avec les élites économiques locales, mais en même temps de ne pas entrer dans les clans locaux et de les arbitrer plutôt que d'entrer dans les jeux de pouvoir au niveau local, de tenir compte de l'état d'esprit de la population et de juguler les éventuelles oppositions et révoltes qui peuvent naître. Par exemple, il y en a eu une récemment à Kemerovo, c'était l'année dernière, où il y a un accident terrible, un incendie qui s'est déclenché dans un centre commercial dans lequel il y avait un cinéma. Il y avait des enfants qui étaient dans le cinéma, qui sont tous morts. Enfin bref, vice de construction. Enfin, bon. Et là, ça a été l'occasion pour faire une purge assez profonde de l'administration régionale de Kemerovo. Bon. Et donc on a remplacé le vieux gouverneur par un jeune qui a tout à fait ce profil-là. Et en même temps, on lui demande d'être à la fois... Enfin, c'est un profil un peu difficile à tenir. C'est-à-dire on cherche un peu l'homme impossible et la personne extraordinaire. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que le Kremlin teste des personnes et un profil et des individus dont l'objectif, et ça a été dit clairement, de les faire revenir ensuite dans l'administration fédérale, dans le gouvernement éventuellement, ou l'administration présidentielle. C'est-à-dire qu'on prépare en région le futur gouvernement russe, je dirais. Et peut-être même la future élite poutinienne, mais post-Poutine. Alors je vais faire une petite conclusion très rapide. Ça, ce sont des constats, ce que je vous ai fait. J'ai été un peu long sur la partie historique parce que je pense que c'est important de l'avoir présente à l'esprit. Je pense que l'avenir la question peut-être, quel est l'avenir du poutinisme après Poutine ? Bien, il y a 3 terrains sur lesquels l'avenir du poutinisme va se jouer. Le premier terrain, c'est effectivement le terrain qui est celui des élites, c'est-à-dire la capacité à renouveler l'élite du pouvoir et à rendre la bureaucratie, les bureaucraties plus socialement responsables. La Russie est un pays, je l'ai dit, j'aurais redit, très inégalitaire, où est une espèce de crise sociale de basse intensité permanente depuis une dizaine d'années. Et donc, rendre l'élite plus, je dirais, plus dans comment on dirait aujourd'hui, le feedback, hein, et moins politiquement autiste. C'est un défi. Sur ce point, je n'ai pas trop de doute que le Kremlin, effectivement, c'est vraiment la priorité dans la politique des cadres du Kremlin, essayer de trouver
les gens qu'il faut, quoi, les bonnes personnes pour diriger le pays. Le deuxième terrain, c'est effectivement le terrain de l'héritage politique du poutinisme, c'est-à-dire de ce que je vous ai expliqué, le prétorianisme. En fait, le prétorianisme va-t-il survivre? Est-ce que cette technocratisation de l'élite ne va pas finalement entraîner une conversion au libéralisme, un amollissement face à l'Occident, et puis finalement une élite nouvelle qui va dire, bon, à quoi bon se répondre aux sanctions, à quoi bon se taper des sanctions, à quoi bon être dans le conflit avec l'Occident quand on pourrait finalement, après tout, s'entendre. Bon. Est-ce que ça tiendra ça? Eh bien, tout dépend je dirais, du renouvellement des corps diplomatiques, du renseignement et de la haute bureaucratie d'État. Et là, je pense qu'effectivement, mon idée, c'est que tant qu'il y a des conflits extérieurs, proches, comme l'Ukraine, le Caucase, etc., qui font consensus, la position de la Russie, en Russie, au sein de l'élite du pouvoir, et même très très largement dans la population, le rattachement de la Crimée ne fait pas débat. Il y a quelques personnes qui sont contre, mais elles sont vraiment extrêmement marginales. Et tout le monde est d'accord avec ça et soutient. Donc la politique extérieure, c'est un vecteur de renforcement du consensus national. Et le troisième terrain où ça va se jouer, effectivement, et où là je regarde ça avec peut-être moins de spécialisation, mais où j'observe quand même que c'est très très important, c'est le terrain, c'est la capacité à avoir un État qui continuera à contrôler les secteurs les plus stratégiques, qui ne sont pas d'ailleurs forcément les tuyaux de gaz et de pétrole, mais les hautes technologies, le cyber. Ça, c'est très très important, c'est un enjeu extrêmement important. Et là, effectivement, cette capacité, elle est aussi liée à une évolution des cadres, des gens qui vont travailler dans ces secteurs, qui vont les diriger, qui sont quand même des gens très globalement un peu dans une schizophrénie totale, quoi. Enfin, toute ce qu'on pourrait appeler les start-up en Russie, toute cette nébuleuse-là, cyber, en Russie, que je connais assez bien. J'ai fait pas mal d'entretiens avec des PME, des gens qui dirigent des PME dans ces secteurs. Bon, c'est des gens qui travaillent pour l'État, qui travaillent même essentiellement pour l'État, parce que c'est un secteur très très contrôlé par... on ne peut pas prendre des licences comme ça, il faut avoir des autorisations d'État. Donc ils travaillent avec des appels d'offres, ils répondent à des appels d'offres d'autorités administratives ou d'État, ou ministères, et donc dans un certain sens patriotique, on va dire, qui sont eux-mêmes généralement des gens très, très libéraux, très moscovites, très bobos, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un conflit entre, je dirais, la sociologie de l'élite, quelque chose dont j'ai assez peu parlé, c'est-à-dire finalement cette élite du pouvoir, elle est aussi en total... elle a un niveau de vie bien supérieur à la population et son univers mental est assez différent, naturellement. C'est un des terrains sur lesquels le poutinisme sera testé la capacité de survie du poutinisme dans les années à venir. Voilà, j'ai trop parlé, Bertrand, on ne m'avait pas interrompu. Ah bah si, je crois que j'ai... Non, c'est bon, là, ça marche pas. Voilà, bon, merci. Merci, Jean-Robert. Merci beaucoup. Alors, le débat est ouvert. C'est Raoul, naturellement, qui l'anime. Je vous en prie. Oui, allez-y. Donc, j'ai eu la chance, donc, vu mon âge, de connaître en 89 Tiananmen en Chine, et puis donc, le mur de Berlin ensuite en novembre, et d'être nommé par EDF le 1er novembre 89 à Moscou. Ah, mais on s'est déjà rencontrés. Peut-être pas ici, mais... Il y avait quand même du moment. Non, je veux dire, c'est bien aussi de voir le chemin suivi par l'ex-Union soviétique et puis la Chine. Pourquoi changer de nom, hein? Moi, c'est quand j'ai été en Chine, pourquoi changer de nom, restant communiste? Les autres, on change. Donc si on veut être capitaliste, il faut des capitalistes. Hein, et moi je me souviens, Helsinki, qui disait donc Lénine, grâce aussi à Staline, qui a abandonné la NEP, qui était un peu une façon du New Deal, nous ouvre une voie d'accès au capital, donc à commencer par le système qui s'affirmait alternative au capitalisme. C'est quand même pas n'importe qui peut tenir des discours comme ça.
Et il y avait du monde dans la salle, alors que Gorbatchev avait un autre discours, un peu social-démocrate, etc. Alors, tout ça pour dire que la génération actuelle... Alors, il y avait la première génération là vous l'avez bien dit, de nouveaux capitalistes issus du monde politique. Il fallait quand même qu'ils aient, parce qu'on discutait assez librement avec les gens après, il fallait qu'ils soient au PC. Tout le monde l'était. Bon. Donc la première génération, il suffit de 2 signatures pour privatiser, voilà. Et de manière, bon, voilà. Et alors vous arrivez à la dernière génération, ça me fait penser à la Chine. En fait, le modèle chinois, à travers ce que vous avez dit, s'impose, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais comme modèle donc, technocratique, voilà, mettons des gens compétents, tout ça se discute pendant des heures, mettons des gens compétents et le système peut marcher, d'autant plus que du côté occidental, il y a un problème aussi. Hein. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose, un tournant vers le modèle chinois, tout en n'étant pas formellement communiste, n'étant plus. C'est peut-être aussi pour ça que un gars communiste est nommé quelque part. Enfin, là, il faut peut-être travailler sur le fait que la Chine constitue une référence. Oui, non, absolument, je suis totalement d'accord. Le modèle chinois, d'ailleurs, qui est presque revendiqué a été revendiqué vers début des années 2000, quand j'ai parlé de cette réaction étatiste et de ce tournant, ce poutinisme avant Poutine, si on peut dire. Hein. Ce qui revenait comme discours le plus souvent, c'était Gorbatchev, la perestroïka est une erreur. On a commencé par faire des réformes politiques, on aurait dû commencer par faire des réformes économiques sans toucher à l'édifice du parti, etc. Comme on fait les Chinois, on voit où sont les Chinois, on voit où nous on est aboutis. Donc effectivement, il y a ce modèle chinois, il est très présent dans les têtes, il est extrêmement présent. Et maintenant la Chine est présente aussi, parce que la Chine est devenue le premier partenaire économique de la Russie après 2016, donc après les sanctions. Hein. Et donc la Chine est présente dans les esprits et elle constitue un modèle. La différence peut-être, c'est que je dirais que le contrôle, enfin je ne connais pas assez bien la Chine pour faire des comparaisons, ce serait très difficile, mais il me semble tout de même que le parti, l'existence du parti en Chine, continue, c'est quand même une grosse machine un gros appareil, continue de constituer un moyen pour faire ce capitalisme, on va dire, national, pour être très simple. En Russie, il n'y a pas de parti communiste de cette taille. Il y a le parti Russie Unie, bon, qui est un parti pour faire élire enfin, c'est pas du tout un parti du même genre. Il n'a aucune compétence économique. Le parti communiste a complètement disparu en Union soviétique et en Russie. Il n'y a pas de survivance. Donc, la cohésion, donc, ce que j'appelle le prétorianisme, c'est pas un parti, c'est pas une idéologie, mais c'est une espèce de cohésion qui tient à un consensus sur un certain nombre de points qui ne sont pas forcément exprimés de manière institutionnalisée. Alors que les Chinois, bon, il faut prêter allégeance au parti, on est membre du parti, enfin, il y a une structure, c'est pas rien, enfin, je crois. Hein. Donc là, on n'est pas dans le modèle chinois pour ça. Et ensuite, mais par contre, effectivement, je suis tout à fait d'accord, on a évolué vers... technocratie, en fait. On va vers une technocratie. Oui, comme en Chine. Oui, absolument. Bertrand. Merci. Je vois l'évolution de façon très partielle de l'évolution de la Russie à travers le séminaire franco-russe qui se réunit chaque année à Paris. Je le suis depuis 15 ans et ce sont une équipe russe, d'anciens, de la planification et de nouveaux, marxistes ou keynésiens, etc. Et les Français. Et là, bon, les discussions sont entre scientifiques et on voit très nettement, pas du tout une référence à la Chine, mais un conflit à l'intérieur du pouvoir, dans l'ordre de la politique économique, entre des libéraux qui sont dominants, puisque la banque centrale russe fait la politique de toutes les banques centrales occidentales, c'est-à-dire l'horreur de l'inflation. Le ministère des Finances fait la politique de tous les ministères des Finances occidentaux, c'est-à-dire
le souci de l'équilibre budgétaire, qui d'ailleurs existe en Russie, et il y a un parti, on peut dire, industrialiste, qui justement serait partisan d'une politique de développement avec beaucoup plus de croissance, avec une intervention cohérente de l'État dans l'économie, avec une mobilisation des banques au profit justement des investissements qui se font peu ou mal, alors que la Russie est un pays sous-équipé, avec des équipements publics qui sont extrêmement fatigués. Et là, c'est un conflit qui dure et qui, à mon sens, est plutôt à tourner depuis longtemps à l'avantage de ce qu'on peut appeler la tendance libérale. Et qui se renforce, d'après ce que vous dites, qui va de plus en plus se renforcer dans la mesure où les nouvelles élites n'ont pas du tout, enfin, ou ont beaucoup moins l'idée de l'industrie, de l'intervention cohérente de l'État dans l'économie, si tant est qu'il y a eu quelque chose de cohérent dans la politique économique de la Russie. Ce que disait le chef de la délégation russe à ce séminaire, ce qu'il a dit souvent, c'est que le plan soviétique, le plan quinquennal, était toujours fait pour faire ce que le plan quinquennal précédent n'avait pas réussi à faire. Donc il y avait toujours un énorme temps de retard, etc., dans la version la plus atténuée de la planification des dernières années. Donc voilà, le conflit, il est, à mon avis, déjà résolu. Il y a une emprise de l'idéologie néolibérale, disons pas ultralibérale, mais néolibérale, dans un pays qui a de fortes structures interventionnistes, malgré tout, avec de fortes structures industrielles qui sont étatiques ou para-étatiques. Mais bon, je ne sais pas ce que vous pensez. Alors, non, vous avez tout à fait raison. Moi, je vois les choses peut-être de manière un peu plus complexe encore. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a... moi, j'identifierais trois forces, en fait, entre lesquelles Poutine s'est bien gardé d'arbitrer, parce qu'il n'en a pas les moyens, en fait, de trancher. Bon, ce que vous appelez les libéraux, c'est-à-dire en fait la banque centrale, le secteur bancaire et financier, plus les assurances, ça c'est une chose, qui sont aussi tous les métiers du conseil, les juristes, etc. Ça c'est le parti, on va dire, ce que vous appelez libéraux. Bon, jusqu'à un certain point libéraux, je dirais pas néolibéraux, mais en tout cas favorables à la politique de rigueur de la Banque centrale. Bon, et donc là, on est d'accord. Ce parti s'est considérablement renforcé après 2012, après 2011-2012, avec les conséquences de la crise. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un arbitrage en faveur de ça, fait par Medvedev et Poutine. Il y a eu un moment où on aurait pu avoir un basculement, c'est-à-dire comment juguler cette crise, puisque le fonds souverain, en fait, le Stab Fund qui avait été créé en 2003, je crois, ou 2004, qui a servi à éponger, on va dire, comment dirais-je, ça a servi de coussin pour encaisser les coûts de la crise de 2008. Tout simplement, ce Stab Fund est presque vide aujourd'hui. Et donc en fait, la Banque centrale, Madame Nabiulina, etc., le ministre des Finances Koudrine, etc., on dit si on ne fait pas une politique de rigueur maintenant, on va vite entrer dans une spirale inflationniste et on va être obligé de vendre nos... Voilà. Il y avait des arguments non libéraux pour faire passer la politique libérale, je dirais. Par exemple, Koudrine disait on va être très rapidement très endetté et là, on ne pourra plus avoir le luxe, payer le luxe d'avoir les compagnies nationales, n'est-ce pas, de pétrole, de gaz, machin, il faudra vendre. Bon, donc ça c'était quand même, si vous voulez. Donc il y a le parti libéral, on va dire, qui est fort, qui est puissant, mais qui n'est pas tout puissant. Il y a le parti des industrialistes et des entrepreneurs. Il n'y a pas que l'industrie, il y a aussi l'agriculture. C'est un secteur très très puissant en Russie maintenant, l'agro-industrie. C'est en plein développement, qui a beaucoup profité des sanctions, qui est très structuré et qui est vraiment très dynamique. Ça, vraiment, je peux vous dire, c'est impressionnant. Et puis il y a un troisième parti qui en fait est le parti prétorien, qui en fait
c'est-à-dire tous ces gens qui dirigent les entreprises Gazprom, Rosneft, l'aluminium, les matières premières, le nickel, etc., qui sont souvent d'ailleurs des gens avec un pied dans la banque et un pied dans... Enfin, originellement. Hein. Par exemple, on prend Potanine, qui est connu en France, parce qu'il y a cette fondation Potanine qui donne des sous pour l'art contemporain. C'est eux qui ont créé... La fondation Potanine a financé l'exposition, je ne sais plus comment elle s'appelle, d'art soviétique à Beaubourg. Ils sont assez présents dans le mécénat culturel, la fondation Potanine. Bon, Potanine, au départ, c'est vraiment quelqu'un qui vient du secteur financier, la nomenclatura soviétique, puis du secteur financier, puis qui est maintenant patron du plus grand combinat de nickel du monde, qui s'appelle Norilsk Nickel. Là, ces gens-là, ils sont dans une économie de la rente, en fait. Voilà. Donc, les industrialistes rêvent de capter la rente pour investir, ou d'avoir une politique, si vous voulez, dans ce triangle, économie de la rente, secteur financier et économie de la production. Moi, je ne veux pas employer les mots idéologiques, libéral, néolibéral, tout ça. Il est clair que ceux qui n'ont pas... La production a du mal à exister dans tout ça, voilà, à faire entendre sa voix. Donc l'investissement est faible. Et ça c'est très important de le noter, l'État russe est un État sous-financé. On a une flat tax de 13% pour toute la population qui, bien sûr, n'est pas là, enfin, c'est pas ça qui donne des moyens à l'État d'avoir une vraie politique interventionniste. Donc l'État est très prisonnier d'un rapport direct avec ceux qui financent son budget. Vous voyez ce que je veux dire? Les grands contributeurs. Qui sont les grands contributeurs? Ce sont les rentiers énergétiques. Donc il y a une espèce de... Donc ces gens-là, en même temps, investissent beaucoup, thésaurisent, font des fondations, ils ont leurs patrons ont des gros salaires, ils ont des sous placés dans les paradis fiscaux, etc. etc. Tout ça, c'est des capitalistes. Hein. Ils ont un discours très prétorien et très comme ça étatiste en superficie, mais en réalité, ils sont des capitalistes globalisés. Hein, voilà. Donc en fait, moi je ne verrais pas, si vous voulez, un conflit entre libéraux et néolibéraux d'un côté et étatistes de l'autre. Je verrais des conflits d'intérêts qui sont tout à fait clair. Et dans cette affaire, ce que vous appelez les libéraux, c'est-à-dire la Banque centrale, les financiers, l'ex-ministre Koudrine, qui sont eux des technocrates, vraiment, c'est la haute bureaucratie civile soviétique et post-soviétique, sont pas forcément les gens les plus, je dirais, les plus conservateurs, au sens, enfin, cette politique libérale ou néolibérale, elle résulte essentiellement du fait que l'État n'a pas imposé un autre accord ou partenariat avec les grands groupes dirigés par les oligarques prétoriens. Tout simplement parce que Poutine s'appuie sur eux aussi. Donc l'économie souffre de la configuration du pouvoir, d'une certaine manière. Et elle souffre également de la politique sociale. Et donc avec une politique sociale très restrictive. Il n'y a pas de soutien à la demande. Il vient d'y avoir une réforme des retraites qui a été très mal vécue. Très mal vécue. On n'en a pas du tout parlé dans la presse française, mais il y a quand même des manifestations. Comment? Non mais elle est très mal vécue. Elle est très mal vécue, voilà. Oui. Je parlais des gouverneurs. Il y a eu quand même incroyable cette année, il y a 15 jours, 3 semaines. C'est la première fois que dans des élections dans 22 régions, partielles dans 22 régions, et dans 4 régions, les gouverneurs sortants ont été battus, ou le gouverneur, disons, du parti du pouvoir a été battu. Alors soit battu par un candidat adverse, donc, voilà, soit, comme à Vladivostok, une histoire assez abracadabrante de falsification de vote et d'annulation du scrutin, etc. Mais c'est vraiment la première fois en Russie depuis très très longtemps, on a un vote contre le parti du pouvoir à cette échelle. Et c'est lié à la réforme des retraites, qui est très très mal vécue. C'est pas fini toute l'affaire, je pense.
de réforme des retraites. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas dans la presse française. Si, je comprends trop pourquoi on n'en parle pas dans la presse française. Parce que c'est le Parti communiste qui a mené la bataille, non? Le Parti communiste mène la bataille, mène une des batailles. C'est effectivement la force politique la plus importante qui puisse mener la bataille. Mais au-delà du Parti communiste, j'écoute beaucoup la radio, etc. Les médias, les grands médias, diffusion nationale, etc., sont pas du côté du pouvoir. Hein. Et la Vox Populi est très présente et il y a un sondage qui donne 92% de Russes contre la réforme des retraites. Hein. 92%. Donc c'est quand même clair. Hein. Ça touche à plein de choses culturelles, symboliques. S'attaquer aux retraités, c'est s'attaquer un peu aux vétérans aussi, quelque part. Et donc ça touche cette corde-là. Et puis ensuite, imposer un âge de 63 ans de départ à la retraite dans un pays, aux hommes, dans un pays où l'espérance de vie est à 64. C'est que ça fait des sacrées économies. Voilà. Monsieur, d'abord, merci de cette conférence très argumentée. Et merci de vous être totalement démarqué de façon très claire et très pertinente et convaincante de cette russophobie stupide qui sévit actuellement. Tout en étant très critique, bien sûr, avec ce qu'il y a à critiquer du poutinisme. Moi, j'ai deux questions. Votre concept du prétorialisme est tout à fait intéressant et creuser. Il y a une institution qui, cependant, manque dans votre description, très complète par ailleurs, c'est l'armée. Et je me posais la question de savoir, enfin, je suis un peu étonné, mais vous allez sûrement nous expliquer comment vous voyez les choses, qu'une si puissante institution qui a quand même mis à genoux 180 et quelques divisions nazi du 45, qui ensuite a acquis la parité nucléaire, qui ensuite s'est hissé à un certain niveau spatial, qui naturellement a dû subir de plein fouet les crises que vous avez évoquées entre 89 et 80 et le début des années 2000. J'ai du mal, si vous voulez, à concevoir que cette institution-là n'ait pas quelque part son mot à dire dans l'évolution actuelle du pays. Comment vous expliquez? Parce que vous n'en avez que très peu parlé. Première question. Et deuxième question, ne pensez-vous pas, puisqu'on a parlé de la Chine, ne pensez-vous pas que c'est effectivement une chance pour l'économie russe? La question, si vous voulez, est-ce que vous pensez que toute cette politique qui est menée avec les BRICS, et particulièrement l'histoire des routes de la soie, des futures routes de la soie, qui sont prévues notamment par la Chine et aussi d'autres États, n'est pas une chance pour l'économie soviétique, pardon, russe, peut-être de régler un certain nombre de problèmes. Alors, merci pour ces questions qui sont très... vous avez tout à fait raison, je n'ai pas parlé de l'armée pour une bonne raison, c'est qu'elle a une puissance politique très restreinte. Je vais aller très vite, il y a... Oui, Laurent. Mais tu compléteras, enfin une puissance politique très restreinte, d'abord pour des raisons historiques et ensuite pour des raisons historiques qui remontent à avant, enfin qui remontent à l'époque soviétique, hein, même avant, mais là je vais m'arrêter sur l'époque soviétique. Et aussi pour des raisons qui tiennent à la configuration de l'armée aujourd'hui en Russie. Alors les raisons historiques, c'est que après 1945, après avoir aligné X divisions contre l'envahisseur allemand, l'URSS, les généraux soviétiques sont rentrés en Union soviétique, par exemple le maréchal Zhukov, que tout le monde connaît, et ont été accueillis en héros absolus par le peuple.
Et ils ont été assez vite mis sur la touche par Staline, vous vous souvenez. Et cette tendance à la crainte d'un... Parce que dans le jargon soviétique, on avait la peur de tendance bonapartiste des généraux soviétiques, et de Zhukov en particulier. Elle s'est manifestée aussi sous Khrouchtchev. Enfin, je sais pas, je vous rappelle, il y a un épisode très célèbre où Zhukov a pourtant joué un rôle très important pour défendre la peau de Khrouchtchev en 1957, et il l'a remercié en l'envoyant en le bannissant, enfin pas en le bannissant, mais en limogeant, voilà, enfin, en le mettant sur la touche. Bon. Donc il y a une tradition de très grande méfiance à l'égard de l'armée chez les dirigeants suprêmes soviétiques après la Seconde Guerre mondiale, et même avant. Hein. Donc cette méfiance, elle est particulièrement forte chez les autres uniformes, et en particulier le MVD et la Tchéka, enfin c'est-à-dire le FSB. Donc il y a des cultures comme ça politiques ou des cultures administratives qui font que l'armée, ce sont des uniformes qui de fait n'ont pas de puissance politique, ou très peu. Alors il y a une autre raison pour laquelle l'armée est effectivement affaiblie en Russie aujourd'hui, c'est des raisons structurelles, c'est-à-dire qu'on a procédé à toutes sortes de réformes militaires, je parle sous le contrôle de Laurent, donc, qui ont réduit son format, qui l'ont professionnalisé de facto professionnalisé, pas tout à fait en fait, mais de facto, et qui ont en réalité fait de l'armée qui ont réduit aussi largement sa visibilité dans la société. C'est ça que je dirais. Qu'est-ce qu'on a vu à l'époque soviétique? On a vu une croissance d'unités militarisées, mais n'étant pas l'armée. Le ministère de l'Intérieur, on a créé toutes sortes de nouveaux trucs assez importants. On a envoyé faire des opérations de maintien de la paix Nord-Caucase, par exemple. Bon. Tout ça, c'est pas l'armée, pas forcément l'armée. L'armée, elle est toujours un peu comme ça, après, je dirais pas supplétive, mais souvent quand même. Donc, ce qui fait que l'armée, effectivement, joue un rôle assez faible dans l'architecture du pouvoir aujourd'hui, mais elle joue quand même encore un rôle puissant, symbolique. On fait attention à qui on choisit comme ministre de la Défense, et le fait d'avoir choisi Sergei Shoigu est, à mon avis, un choix symbolique très fort, qui est un ministre assez populaire. C'est un des rares ministres que les gens connaissent, parce qu'il a été très longtemps ministre de la sécurité civile, on va appeler ça comme ça, et donc les gens le connaissent bien. C'est quelqu'un de relativement sympathique dans les médias, enfin il est bien perçu, on va dire ça comme ça. Et puis l'armée, c'est aussi la tradition, l'armée victorieuse, et il n'y a pas cet antimilitarisme qu'on peut trouver ailleurs, qu'on peut trouver en Occident, à démonstration les fameuses mobilisations avec les régiments immortels, etc., que vous avez tous vu. Mais bon, la puissance politique de l'armée est très limitée, et son format aussi maintenant. Alors les BRICS, les BRICS, il y aurait beaucoup à dire, donc je vais m'arrêter sur la Chine et la route de la soie, en fait. La route de la soie, en ce moment, elle est... le One Belt, One Road, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle est où en ce moment? Elle est au Kazakhstan, c'est ça? À peu près. Hein. Voilà. Donc ce sera intéressant de voir après quand ils vont... il y aura plusieurs routes. Il y aura une route sud, il y aura une route nord. Comment? Voilà, donc il y a des routes. Il y en a une qui est prévue, j'ai vu, qui passerait par la Biélorussie, Biélorussie, etc. Et tout ça, c'est pas fait. Et j'ai pas suivi beaucoup les choses, mais il y a des choses écrites là-dessus. Si vous voulez, je peux vous y renvoyer, notamment en anglais. Il y a de très bonnes études. J'ai comme l'impression que ça n'enchante pas les Russes, cette histoire de route de la soie. Voilà. Mais je peux me tromper. Hein. Il va falloir qu'on s'arrête très très vite. Françoise avait, Laurent aussi. Il faudrait que, comme à la télévision, ça, 1 minute chacun, quoi. C'est pour dire que la russophobie, c'est rien ici à côté d'un pays où je vis à moitié, qui est la Belgique. Alors là-bas... Le Belge est russophobe. Hein. Oh là là, c'est épouvantable. Bon. Et la deuxième question, c'était... Mais c'est Bruxelles, peut-être, c'est l'Union Européenne, tout ça, non? Je sais pas. Mais, oui. C'est une colonie anglaise depuis toujours. Et puis, c'était la presse, la télé, tout. Ouais.
terrible. Terrible. Mais vraiment, on n'imagine pas. Et deuxième chose, alors ça sort un peu du cadre, mais qu'en est-il exactement de toutes disons, cette mainmise, soi-disant, des Russes sur tout ce qui est cybernétique, informatique, les réseaux. D'accord. Très vite. Bon, sur la russophobie belge, vous m'apprenez quelque chose. Par contre, la russophobie des institutions européennes, ça j'ai bien compris aussi. J'ai pu tâter. Peut-être c'est lié, oui, en fait c'est une colonie anglaise, c'est vrai, tout à fait. Il y a la russophobie finlandaise aussi qui m'a beaucoup frappé. Je suis allé en Finlande il y a quelques mois et c'est aussi assez stupéfiant. Mais ça peut s'expliquer pour des raisons historiques. Oui, les Finlandais, je comprends mieux. Sur le cyber, alors bon, je peux vous renvoyer au numéro qu'on a fait à Hérodote, dans lequel il y a beaucoup d'articles là-dessus, notamment un article de Kevin Limonier, qui s'appelle le cyber ou quelque chose. Enfin, il y a plusieurs articles en fait sur le cyber. Quelque chose de notre équipe là commune, Institut français de géopolitique et Nanterre sur la Russie là, ils travaillent beaucoup sur ces questions-là. Donc il y aurait vraiment matière à inviter quelqu'un. Je peux pour vous expliquer tout ça. Et la dimension cyber, c'est-à-dire la projection de puissance par le cyber en Russie, la notion de souveraineté numérique. Enfin, il y a toutes sortes de choses très intéressantes là derrière. La manière dont la Russie construit des centres de données et de stockage des données en Sibérie, dont elle a construit une transversale à travers son territoire pour faire circuler des données d'en masse de l'Asie vers l'Europe sans passer par l'espace maritime international et donc contrôlé par les Américains, etc. etc. Donc ça, je vous invite à inviter. Voilà, c'est un autre sujet. Et puis il y a aussi la dimension média, bien sûr, qui est les médias de Poutine, du Kremlin, les agents du Kremlin dans les médias, tout ça. Donc ça, c'est aussi un vaste sujet qui est un peu traité par Maxime Audinet dans ce numéro. Alors, Laurent, une demi-minute pour chacun. Il fallait que je complète ce qu'avait dit Jean-Robert sur la question de l'armée. C'est-à-dire que sur l'armée, plus encore que sur tout, en Occident, on fantasme sur l'armée russe ou sur l'armée soviétique. C'est bourré de fantasmes. Ce qu'on produit ou ce qu'on pond, si j'ose dire, en Occident sur cette question. L'armée russe, il y a eu une très bonne étude américaine qui a été publiée il y a quelques années. L'armée russe, contrairement à ce qu'on croit, l'armée russe, puis soviétique, puis à nouveau russe, a toujours été une armée globalement loyaliste. Il n'y a pas de tradition de coup d'État dans l'armée russe. Ni soviétique, ni quoi que ce soit. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout est lisse, tout est parfait, tout ça. Il y a eu on peut toujours trouver ici ou là une petite exception. Le coup d'État de Kornilov en 17. Que j'allais dire. Bon, oui, mais ça, c'est dans une situation de révolution et de chaos qui est complètement hors norme. Bon. Alors, ce qui ne veut pas dire que les pouvoirs politiques n'ont jamais eu peur de l'armée. Il y a toujours cette obsession russe, comme tu l'as rappelé, du bonapartisme, qui est présent également dès les années 20 d'ailleurs. Hein. Absolument. Mais en fait, qui est plus du fantasme, alors cette fois-ci des dirigeants politiques russes ou soviétiques, que de la réalité. L'armée russe ou soviétique a toujours été globalement très très loyaliste. Oui. Et elle n'a jamais constitué une force politique, sociale, économique, etc., qui soit comparable à ce qu'on appelle par exemple aux États-Unis le complexe militaro-industriel. Ah, c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Même s'il y a des grosses industries qui travaillent pour l'armée, même si l'armée a beaucoup de monde, même si ceci, cela, c'est pas constitué comme un lobby qui est un poids politique dangereux. Il y a quand même eu des tentatives, alors on ne sait pas trop, c'est pas dans la presse, mais les gens informés le savent, il y a eu des tentatives de coup d'État aux États-Unis. Peut-être même certaines qui ont réussi d'ailleurs. Hein, l'assassinat de Kennedy, ça n'a jamais encore été élucidé. Bon, donc, mais en Russie, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça, je suis d'accord. C'est aussi une armée de conscription. Donc elle est très ancrée dans la société encore. Et donc, effectivement, elle a un poids politique très faible. Très très faible. On va terminer sur cette réponse.
Jean Robert.